C'est l'un des séquences les plus rejouées de toute l'histoire humaine, 73 secondes gravées dans les esprits. Une matinée froide est dégagée en Floride. Une navette blanche s'élevant dans un ciel d'un bleu intense, portée par une colonne de feu. Et puis, sans le moindre avertissement, une floraison de fumée là où se trouvait l'engin spatial. Deux propulseurs à poudre se séparant en spirale, traçant dans le ciel les branches d'un terrible I. Au sol, des parents mettaient leurs mains en visière et attendaient que les acclamations reprennent. Elles ne vinrent jamais. Une voix dans les haut-parleurs tentait de donner un sens à quelque chose que l'esprit humain n'était pas conçu pour assimiler aussi vite. Et dans les salles de classe à travers tout le pays, des enfants à qui on avait promis une enseignante dans l'espace restaient assis devant leur téléviseur, sans encore comprendre ce que leurs professeurs comprenaient déjà et ce que les adultes à leur côté ne pouvaient se résoudre à prononcer à voix haute. Cette image est gravée dans la mémoire d'une génération entière. Le 28 janvier 1986, la navette spatiale Challenger. 7 noms que le monde entier a appris en un seul après-midi et n'a jamais vraiment oublié. La plupart des gens, même aujourd'hui, pourraient décrire le panache de fumée. La plupart pourraient vous dire qu'elle a explosé. La plupart sont convaincus que ce qui s'est produit ce matin-là fut instantané, total, presque clément dans sa rapidité, que l'équipage n'a rien su, que la boule de feu a mis fin à tout. Mais la boule de feu n'était pas la fin de l'histoire. Ce qui s'est passé dans les minutes suivant la séparation de ces propulseurs, puis dans les jours, les semaines et les mois qui ont suivi, est une histoire que la plupart des gens n'ont jamais entendue. Elle est plus silencieuse que l'explosion. Elle est plus difficile à regarder en face. Elle implique une opération de récupération qui s'est étendue sur des centaines de kilomètres carrés de l'océan Atlantique. Une question que les enquêteurs ont été contraints d'affronter sans jamais pouvoir y répondre pleinement. Et une série de décisions prises, non pas pour dissimuler la vérité, mais pour protéger cette famille d'un deuil que la plupart d'entre nous n'auront jamais à imaginer. Voici la part de la catastrophe du Challenger que les caméras n'ont pas captée. Voici ce qui s'est passé après. Avant d'aller plus loin, cette histoire doit être racontée d'une certaine manière. Les faits de ce qui est arrivé à l'équipage du Challenger sont réels, ils sont bouleversants et ils méritent d'être traités avec soin. La NASA n'a pas rendu public chaque détail dans les jours qui ont suivi, et au fil des années, ce silence a été mal interprété par certains comme du secret, comme une dissimulation, comme quelque chose de trouble. Il n'en était rien. La discrétion qui a entouré la récupération et l'examen de l'équipage était, de l'avis de tous, un acte de dignité, un effort délibéré pour épargner aux familles et à la mémoire des disparus de devenir un spectacle. Nous avancerons donc lentement. Nous n'inventerons rien. Nous ne chercherons pas le sensationnel. Nous dirons ce qui est connu. Nous serons honnêtes sur ce qui ne l'est pas. Et nous traiterons 7 êtres humains comme ils méritent de l'être, en tant que personnes, et non comme un titre de presse. Parce que ce matin-là, 7 personnes ont pris place à bord de cet engin avec toute la vie devant elles. Il y avait Dick Scobie, le commandant, ancien pilote de combat, posé et apprécié de tous, le genre d'homme qui portait le poids du commandement avec légèreté. À ses côtés, dans le siège du pilote, se trouvait Michael Smith, aviateur de la marine, dont c'était censé être le tout premier vol spatial. Derrière et autour d'eux se trouvaient les spécialistes de mission. Judith Resnick, ingénieure en électronique et seulement la 2e femme américaine à avoir volé dans l'espace. Brillante et rigoureuse. Ellison Onizuka, ingénieur aérospatial originaire d'Hawaï, premier Américain d'origine asiatique à avoir atteint l'orbite. Ronald McNair, physicien titulaire d'un doctorat d'une grande université, un homme qui avait grandi dans le Sud encore ségrégationniste et qui avait tendu la main vers les étoiles. Il y avait également les spécialistes de charges utiles, Gregory Jarvis, un ingénieur qui avait patienté et avait été écarté de vols précédents, obtenant enfin sa chance. Et Christa McAuliffe, professeur d'études sociales dans un lycée du New Hampshire, choisie parmi plus de 11 000 candidats pour devenir la première citoyenne ordinaire, la première enseignante à voler à bord de la navette. Elle avait prévu de donner des cours depuis l'orbite. Ses propres élèves la regardaient. C'est d'ailleurs pour cette raison que tant d'enfants étaient devant leur écran ce jour-là.
Ces 7 personnes avaient des époux et des épouses, des enfants, des parents qui avaient fait le trajet jusqu'en Floride pour les voir s'envoler. Et pourtant, ils n'auraient pas dû décoller ce matin-là. La nuit précédant le lancement, la température en Floride avait chuté bien en dessous des normales saisonnières, descendant aux alentours de 2 degrés Celsius dans les premières heures. De la glace s'était formée sur la tour de lancement. Des stalactites pendaient dans l'obscurité depuis les échafaudages métalliques entourant la rampe. La navette n'avait jamais été lancée dans un froid aussi intense, et certains ingénieurs, cette nuit-là même, étaient nérifiés par ce que ce froid pourrait provoquer. Mais la mission avait déjà été reportée 6 fois. La météo, des problèmes mécaniques, des questions de calendrier, un report après l'autre, une pression s'était installée, le genre qui ne s'annonce pas mais qui s'infiltre dans chaque décision. Il y avait des plannings télévisés, des attentes du grand public, et une enseignante dont les cours depuis l'espace avaient été intégrés dans les programmes scolaires de toute la nation. La mécanique du moment voulait que ça parte. Et donc, malgré la glace, malgré le froid, malgré les avertissements sur lesquels nous reviendrons plus tard dans cette histoire, le compte à rebours continua. À 11h38 du matin, Challenger décolla. Pendant la première minute, tout semblait parfait. La navette s'inclina, traça sa trajectoire au-dessus de l'Atlantique et prit de l'altitude. La foule acclama. Le contrôle de mission égrena les étapes habituelles. Et puis, 73 secondes après le décollage, à une altitude d'environ 14 600 mètres, quelque chose céda. Dans les enregistrements récupérés du cockpit, les derniers mots clairement audibles étaient ceux du pilote, Michael Smith. Il dit simplement « UO ». Une fraction de seconde plus tard, l'appareil se disloqua. Voici la première chose que presque tout le monde comprend mal à propos de cet instant. Ce que le monde vit, ce grand nuage de feu et de fumée en expansion, ce n'était pas la cabine d'équipage qui explosait. C'était le réservoir externe de carburant, cet énorme réservoir de couleur rouille. La navette s'en arracha lors de sa rupture, libérant le propergol. La navette elle-même ne fut pas soufflée en une seule détonation. Elle fut mise en pièces par les forces aérodynamiques, arrachée de sa structure et déchiquetée par la violence de l'air qui la balayait à vitesse supersonique au moment où la structure cédait. Les ailes, les moteurs, le grand corps delta de l'orbiteur furent brisés en milliers de morceaux et projetés à travers le ciel. Mais la cabine d'équipage, ce compartiment renforcé tout à l'avant, où les 7 astronautes étaient assis, ne se désintégra pas à cet instant précis. Elle se détacha globalement intacte en un seul bloc. Et ce qui arriva ensuite à cette cabine, c'est la partie de cette histoire que le monde ne vit pas et que la plupart des gens, encore aujourd'hui, ignorent. La cabine, séparée du reste de l'orbiteur, ne chuta pas simplement. Au moment de la désintégration, elle se déplaçait encore vers le haut, portée par l'élan de l'ascension qui avait commencé 73 secondes plus tôt. Ainsi, pendant quelques secondes supplémentaires, environ 25, le compartiment d'équipage continua de monter, décrivant un arc plus haut dans l'air froid et raréfié au-dessus de l'Atlantique, atteignant une altitude estimée à environ 20 000 mètres. C'est à peu près 20 kilomètres au-dessus de l'océan, plus haut que ne vole aucun avion commercial. Une petite pièce de métal abîmée, tournoyant lentement dans la haute atmosphère, transportant 7 personnes à son bord. Puis elle commença à tomber. Il est difficile d'accepter ce fait sans frémir. Et pourtant, il fait partie de la vérité de ce qui s'est passé. Il doit donc être énoncé clairement. La cabine d'équipage n'avait aucune propulsion propre. Elle n'avait pas de parachute. La navette spatiale, par conception, ne comportait pas de sièges éjectables pour l'ensemble de l'équipage, pas de capsule de secours, aucun système permettant de séparer la cabine et de la ramener doucement au sol. Dans cette configuration du véhicule, aucun scénario de survie n'était possible en cas de désintégration à cette altitude et à cette vitesse. La cabine était un compartiment hermétique tombant à travers l'air, sans rien pour le ralentir. Depuis son point le plus haut, la cabine a chuté pendant environ 2 minutes et 45 secondes, presque 3 minutes entières. Pensez à ce que représente une telle durée.
suffisamment longtemps pour lire une page, traverser un couloir, écouter une chanson du début jusqu'à presque sa fin. Durant la majeure partie de cette descente, la cabine était en chute libre, ce qui signifie que les personnes à l'intérieur ont très probablement connu une sensation d'apesanteur, cette même impression de flottement pour laquelle ils s'étaient entraînés, la sensation qu'ils s'attendaient à ressentir en orbite au moment du décollage. C'est ici qu'ils l'ont éprouvé, en tombant, avec l'Atlantique quelque part en dessous des hublots qui tournoyaient. La cabine a heurté la surface de l'océan à une vitesse estimée à 207 miles à l'heure. À cette vélocité, l'eau ne se comporte pas comme de l'eau. Elle ne cède pas, ne s'écarte pas, ne s'ouvre pas. Elle se comporte comme de la pierre. La décélération survenue dans cet ultime instant fut catastrophique dans son ensemble. Nous reviendrons plus tard, avec soin, sur ce que l'enquête médicale a conclu concernant l'équipage, car cela compte et parce que la vérité en est plus douce que la chute elle-même ne pourrait vous amener à le craindre. Mais d'abord, il vaut la peine de s'attarder un moment sur les personnes qui se trouvaient au sol, les yeux levés vers le ciel, dans les longues minutes où rien de tout cela n'était encore compris. Car dans la salle de tir et dans le centre de contrôle de mission, personne ne savait ce que nous venons de décrire. Les informations dont ils disposaient étaient presque nulles. La télémétrie, ce flux continu de données descendant de la navette, les relevés de vitesse, de pression et de performance des moteurs qui remplissaient leurs écrans s'étaient tout simplement interrompus, coupés net. Les chiffres s'étaient figés et éteints. Sur les grands écrans, les caméras de suivi montraient de la traînée de fumée qui se ramifiait soudainement, se divisant en panaches blancs bifurqués qui s'écartaient l'un de l'autre dans le ciel bleu. Les deux propulseurs à poudre, désormais libérés du véhicule qu'ils propulsaient, partirent en vrille dans des directions opposées, encore en combustion, dessinant ces rubans blancs en spirale qu'une génération entière allait se rappeler pour le reste de sa vie. Dans le centre de contrôle de mission, la voix d'un contrôleur de vol retentit sur la liaison, posée, formée, s'efforçant très fort de maintenir le calme procédural qu'exigeait la fonction. Il dit que le véhicule avait apparemment, et là il marqua une pause sur une formulation, qui allait devenir l'une des phrases les plus discrètement dévastatrices de l'histoire du vol spatial. De toute évidence, un dysfonctionnement majeur. C'était le langage d'une profession construite pour garder son sang-froid face au désastre. Mais sous cette apparence de maîtrise, la vérité était déjà en train d'arriver. En l'espace de quelques minutes, les personnes présentes dans cette salle comprirent ce que signifiait la télémétrie silencieuse et les traînées de fumée qui se ramifiaient. La navette avait disparu, l'équipage était presque certainement parti avec elle. Du côté de la zone presse et dans les gradins où les familles et les invités s'étaient rassemblés pour assister au lancement, la compréhension vint plus lentement et de manière plus cruelle. Nombreux dans la foule n'avaient jamais assisté à un lancement auparavant. Ils ne savaient pas ce qui était normal et ce qui ne l'était pas. Certains d'entre eux applaudirent pendant plusieurs secondes après la désintégration, croyant que le nuage grandissant et les traînées divergentes faisaient simplement partie du spectacle, les propulseurs se séparant comme prévu. La voix du commentateur continua un instant sur son ton mesuré avant de vaciller à son tour, puis, lentement, sur les visages dans ces tribunes, la réalisation se propagea comme une ombre traversant un champ. Des parents, des conjoints, des enfants, la famille d'une enseignante venue regarder l'une des leurs porter une profession ordinaire vers un endroit extraordinaire. Ils levèrent les yeux vers le ciel où la navette s'était trouvée et ils virent qu'elle n'y était plus. Et dans des salles de classe à travers tout le pays, le public le plus cruel de tous regardait. Car Challenger transportait Christa McAuliffe, une enseignante du secondaire choisie parmi des milliers de candidats pour devenir la première citoyenne ordinaire, la première enseignante à voler dans l'espace. Les écoles partout avaient fait rouler des téléviseurs dans leurs salles ce matin-là. Des enfants assis en tailleur sur le sol des salles de classe ou installés à leur bureau regardèrent l'écran, les yeux fixés sur le lancement en direct dans le cadre d'une leçon nationale. Ils regardaient quand la fumée a éclaté et que les traînées se sont divisées. Beaucoup d'entre eux n'ont pas compris tout de suite ce qu'ils voyaient. De la même façon que la foule présente sur le site de lancement ne l'avait pas compris. Des enseignants partout dans le pays se sont retrouvés debout devant des classes remplies d'enfants, cherchant désespérément des mots qui n'existaient pas, tentant d'expliquer quelque chose qu'ils arrivaient à peine à saisir eux-mêmes.
C'est en partie pour cette raison que la catastrophe du Challenger occupe la place particulière qu'elle tient dans la mémoire collective. Elle n'a pas été dissimulée. Elle n'a pas été découverte plus tard sur des images floues ou reconstituées à partir de témoignages. Elle s'est produite en plein jour, à la télévision en direct, devant un public qui comptait parmi les personnes les plus jeunes et les plus impressionnables du pays. Les images, les propulseurs en spirale, la fumée blanche se détachant sur le bleu impossible d'une matinée de Floride, se sont gravées en temps réel dans l'esprit d'une génération entière, et elles n'ont jamais vraiment disparu. Mais pendant que le monde restait figé sur l'image de cette fumée, l'histoire réelle, celle qui se déroulait à des kilomètres du rivage et à des kilomètres en dessous du ciel, ne faisait que commencer. La boule de feu dont tout le monde se souvient, c'était le réservoir de carburant. La cabine, comme nous l'avons dit, s'était détachée d'un seul bloc, avait achevé sa longue chute et reposait désormais quelque part sur le fond de l'Atlantique. Et la question de ce qu'il fallait faire ensuite, comment la retrouver, comment récupérer ce qui en restait, comment traiter les personnes à bord avec tout le soin qu'exigeait ce moment, incombait à un groupe d'hommes et de femmes qui allèrent passer les semaines suivantes à accomplir certaines des tâches les plus difficiles qu'on ait jamais demandées à quelqu'un dans le programme spatial. Dans les premières heures qui ont suivi la désintégration, personne ne voulait abandonner l'espoir et les protocoles ne le permettaient net pas. Les gardes-côtes ont envoyé des avions. Des hélicoptères ont décollé et se sont dirigés au-dessus de l'eau. Leurs équipages scrutaient la surface à la recherche de n'importe quoi. Un radeau, un éclat orange, une main levée au-dessus des vagues. Des navires de la marine dans la région ont changé de cap et fait route vers les coordonnées où les débris avaient commencé à tomber. Des bateaux venus des eaux environnantes ont été appelés en renfort. Pendant un certain temps, l'opération était officiellement ce que commence toute intervention d'urgence, une recherche et un sauvetage. Des personnes se trouvaient à bord de cette navette, et les hommes et les femmes qui convergeaient désormais vers l'Atlantique étaient informés pour supposer, jusqu'à preuve du contraire, que quelqu'un pouvait encore être sauvé. Mais ceux qui connaissaient bien la machine comprenaient la vérité presque immédiatement. La navette spatiale ne possédait pas de sièges éjectables pour l'ensemble de son équipage. Elle ne transportait ni capsule de sauvetage, ni parachute pour la cabine, ni aucun système conçu pour ramener des personnes saines et sauves depuis l'altitude à laquelle la catastrophe s'était produite. L'orbiteur avait été construit sur le postulat qu'une défaillance catastrophique pendant l'ascension n'était pas un événement dont on pouvait réchapper, et aucune disposition n'avait donc été prise pour y survivre. Dans le langage froid et technique du programme, il n'existait aucun scénario d'abandon pour ce qui venait de se passer. Les nageurs de sauvetage, les équipages des hélicoptères et les marins penchés au-dessus des rambardes savaient, même en cherchant, ce que la recherche allait probablement devenir. La mer ne leur facilitait pas la tâche. Les débris étaient dispersés sur une vaste étendue d'océan, emportés par le vent et les courants, certains flottant en surface, une grande partie coulant déjà vers le fond. Les équipages ont récupéré des fragments en surface ce premier jour. Des morceaux de l'engin spatial, de l'isolation thermique, des éclats d'une machine qui était encore entière quelques minutes auparavant. Mais la cabine, la chose qui importait le plus, n'était pas en surface. Elle avait heurté l'eau avec une force suffisante pour s'enfoncer en dessous, et elle se trouvait quelque part dans l'obscurité, dans des eaux de plus de 30 mètres de profondeur, impossible à distinguer des rochers, du sable et des débris qui l'entouraient. À la fin de ce premier jour, le vocabulaire a changé. Le mot « sauvetage », qui avait porté un espoir petit mais tenace, a été mis de côté. Ce qui restait à accomplir, c'était la récupération, ce travail long, méthodique, alourdi par le deuil, qui consiste à ramener chez eux ceux que l'on peut ramener. C'est un mot plus discret et en même temps plus lourd. Il ne suppose aucun miracle. Il n'emporte avec lui que le devoir, le soin et la volonté farouche de ne laisser personne derrière. Ce qui s'ensuivit devint l'une des opérations de récupération les plus vastes que la NASA ait jamais menées. Le champ de débris était immense, s'étendant sur des centaines de kilomètres carrés de l'Atlantique. Des pièces de la navette étaient tombées partout, allant de boulons et d'éclats de tuiles pas plus grands qu'une pièce de monnaie à d'imposantes sections d'ailes et de structures gisant brisées sur le fond marin. Couvrir une telle zone n'était pas une question de regard, c'était une question de méthode.
La NASA, en collaboration avec la marine, les gardes-côtes et une flotte de navires affrétés, divisa l'océan en un quadrillage. Il le couvrirait secteur par secteur. Les bateaux traînaient des réseaux sonars à travers les eaux, cartographiant les fonds, écoutant la forme du lit marin pour y déceler tout ce qui n'avait pas sa place. Là où le sonar détectait un contact, un écho ferme, un objet trop régulier pour être naturel, des plongeurs descendaient pour l'examiner de leurs propres yeux. C'était un travail épuisant. Les plongeurs s'enfonçaient dans des eaux froides et troubles, souvent avec une visibilité médiocre, se frayant un chemin à travers un cimetière de métal. Chaque forme devait être inspectée, chaque contact devait être vérifié, consigné, puis classé ou récupéré. Ils travaillaient par roulement, jour après jour, semaine après semaine, dans des conditions qui usaient le corps autant que l'esprit. Ce n'étaient pas eux qui avaient construit la navette, ni ceux qui l'avaient pilotée. Et pourtant, c'était à eux qu'il revenait d'entrer dans l'eau et d'affronter ce qu'il en restait. Beaucoup portèrent le poids de ce travail tout au long de leur vie. Ils n'en parlaient presque jamais par la suite, et lorsqu'ils le faisaient, c'était avec la façon qu'ont les gens d'évoquer ce qu'ils ne souhaiteraient à personne. À travers tout cela, une priorité dominait toutes les autres. Parmi les milliers de morceaux éparpillés sur le fond marin, la pièce que la recherche devait absolument retrouver était la cabine d'équipage. C'était la plus grande section intacte du vaisseau, et c'est là que se trouvaient les 7 membres d'équipage au moment où Challenger s'était disloqué. Les ingénieurs étudièrent les trajectoires, les courants, les configurations des débris en surface déjà localisés, et s'appuyèrent sur ces données pour estimer à quel endroit la pièce la plus lourde, la cabine, avait le plus de chances de s'être posée. Ils concentrèrent les recherches dans un couloir de l'océan au nord-est du site de lancement, et ils persévérèrent tandis que les jours devenaient des semaines, et que les semaines s'étiraient vers un mois, puis le dépassaient. Les familles attendirent tout au long de cette période. On leur avait annoncé, avec toute la délicatesse et la compassion que de telles nouvelles requièrent, qu'il n'y avait aucun espoir de survivant. Mais la récupération n'était pas encore achevée. Il n'y avait donc aucun repos pour elles non plus. Seulement ce purgatoire suspendu et épuisant, celui de connaître le pire et d'attendre encore qu'il soit confirmé, que leurs proches soient retrouvés et ramenés, pour pouvoir enfin commencer ce deuil que seule la clôture autorise. La nation attendait elle aussi. L'enquête avait débuté. Des questions s'élevaient déjà sur ce qui avait mal tourné, sur le froid, sur les avertissements, sur les décisions prises dans les heures précédant le lancement. Mais sous ces questions, plus lentement et avec plus de tristesse, se poursuivait le travail des plongeurs et des navires, cartographiant les ténèbres, et à l'écoute de la forme de quelque chose qui n'aurait jamais dû s'y trouver. Puis, le 7 mars, plus de 5 semaines après le lancement, le sonar trouva ce qu'on cherchait. À environ 29 km au nord-est du site de lancement, par environ 30 mètres de fond, un instrument enregistra un contact. Un objet de grande taille, aux bonnes dimensions, au bon endroit. Des plongeurs furent envoyés pour confirmer ce que les machines avaient détecté. Et dans le verre froid et obscur du plancher atlantique, ils découvrirent la cabine d'équipage de la navette spatiale Challenger. Elle était gravement endommagée. Les forces de la désintégration, la longue chute, puis le choc avec l'eau l'avaient brisée et écrasée en grande partie, et pourtant, elle restait identifiable. Les sièges étaient toujours en place. La structure qui les avait portés tous les 7 restait reconnaissable pour ce qu'elle était, et à l'intérieur, les plongeurs découvrirent les restes des 7 membres d'équipage. Après 5 semaines de recherche, après des milliers de kilomètres carrés d'océan parcourus et d'innombrables heures passées dans l'eau, les équipes avaient trouvé ce qu'elles étaient parties chercher. L'équipage n'était plus porté disparu. Ce qui suivit fut accompli avec une forme de soin qu'il est facile de ne pas remarquer, mais qui mérite qu'on s'y arrête. La NASA savait que ce moment, parmi tous ceux de cette longue période de deuil, exigeait la plus grande discrétion. Un périmètre sécurisé fut établi autour du site de récupération. Les hélicoptères de presse qui avaient tourné au-dessus de l'opération pendant des semaines furent maintenus à distance, suffisamment loin pour qu'aucune caméra ne puisse capter ce que les plongeurs remontaient. Le travail fut effectué silencieusement, méthodiquement et hors de tout regard.
Les restes furent remontés à la surface, transférés vers une installation sécurisée, et les familles furent prévenues avant qu'aucun détail ne parvienne au public. Ce n'était pas du secret pour le secret, c'était la décision humaine, toute simple, de laisser 7 familles apprendre le sort de ceux qu'elles aimaient sans que ce sort ne devienne un spectacle. C'était une dignité offerte aux morts et aux vivants qui leur survivaient. Vint ensuite la partie la plus difficile du travail, et la plus difficile de cette histoire à accepter. Les restes devaient être identifiés et les derniers instants devaient être compris. Nous étions en 1986, et les outils dont disposaient les examinateurs étaient ceux de cette époque. Les fiches dentaires, l'analyse osseuse, les petits effets personnels que chacun portait sur soi. Un par un, chacun des 7 fut identifié et nommé. Le commandant Scobie, le pilote Smith, Resnick, Onizuka, McNair, Jarvis, McAuliffe. Chacun rendu à son identité, chacun préparé à être ramené chez lui. L'examen servait également un second objectif. Les enquêteurs devaient bien comprendre ce qui s'était passé durant ces dernières 2 minutes et 45 secondes. La conclusion à laquelle ils parvinrent était que les 7 membres d'équipage étaient décédés des suites du choc de l'impact avec l'océan. Un impact à plus de 320 km/h contre une surface d'eau qui, à cette vitesse, se comporte comme du sol solide. La mort, déterminèrent-elles, serait survenue instantanément à ce moment précis. Quoi qu'il se soit passé durant la longue chute, la fin elle-même n'avait pas été prolongée. Mais l'épreuve contenait aussi quelque chose qui a hanté tous ceux qui en ont pris connaissance au fil des décennies. Des packs d'air de sortie d'urgence étaient fixés dans la cabine, des réserves d'air d'urgence conçues pour une utilisation au sol et qui n'offraient aucun moyen de survie en vol. Sur les 4 qui furent récupérés, 3 avaient été mis en marche. Et c'est là tout le poids de ce détail. Ces packs ne s'activent pas seuls. Il faut tendre la main et les enclencher manuellement. Le fait que 3 d'entre eux aient été délibérément activés suggère qu'au moins 3 membres de l'équipage étaient conscients et lucides dans les instants qui suivirent la désintégration, suffisamment présents pour comprendre que quelque chose avait terriblement mal tourné et pour faire la seule chose que leur entraînement leur avait appris à faire. Ces packs ne pouvaient pas les sauver, rien ne le pouvait, mais ils nous disent doucement, à travers toutes ces années, que certains des 7 savaient et qu'ils avaient tendu la main vers la seule chose à porter. Les enquêteurs ont traité cela avec soin, et nous devrions en faire autant. Les preuves le suggèrent, sans pouvoir nous dire tout ce qu'ils ont ressenti ou compris. Il suffit de savoir que cela mérite d'être accueilli en silence, et non d'être exploité. À ce moment-là, la cause était déjà en train de se préciser. Un joint d'étanchéité en caoutchouc, un joint torique, situé dans l'assemblage du propulseur à poudre droit, avait cédé dans le froid inhabituel de ce matin-là. Durci et rigidifié par des températures pour lesquelles il n'avait jamais été conçu, il n'avait pas réussi à assurer l'étanchéité et des gaz brûlants s'étaient échappés, perçant le réservoir externe de carburant. Les ingénieurs de l'entreprise qui avaient fabriqué les propulseurs avaient mis en garde la veille contre un lancement par un tel froid. Ils avaient déconseillé tout décollage en dessous de 11 degrés Celsius. Ils furent émis en minorité. La commission chargée d'enquêter sur la catastrophe ne s'est pas arrêtée aux joints en caoutchouc. Elle a mis en lumière une défaillance bien plus profonde, une culture qui en était venue à considérer les signaux d'alerte comme acceptables, qui avait normalisé l'anormal jusqu'au jour où l'anormal ne pouvait plus être survécu. Les 7 astronautes furent inhumés avec les honneurs. Certains reposent dans un cimetière national. D'autres furent ramenés dans leurs états d'origine, dans les villes et auprès des familles qui les avaient envoyés vers les étoiles. Une partie de la cabine récupérée fut engloutie en mer, à un endroit tenu secret, afin qu'elle ne devienne jamais un lieu de pèlerinage pour les curieux. Le programme de navette fut suspendu pendant 32 mois. Les propulseurs furent entièrement repensés. La façon dont les décisions étaient prises fut reconstruite de l'intérieur. Et chaque astronaute qui a volé en sécurité depuis ce jour le doit en partie aux leçons acquises ce froid matin de janvier. Voilà le véritable mémorial. Pas l'épave au fond de l'océan, ni les gros titres, mais les transformations nées de cette perte, les joints redessinés,
les voix désormais écoutées lorsqu'elles alertent, des vies discrètement protégées par des erreurs qui ne seront plus jamais commises de la même façon. Les 7 n'ont pas choisi d'enseigner cette leçon, mais elle a été retenue, elle perdure, et eux aussi. Alors écrivez leur nom en commentaire si vous le souhaitez. Scobie, Smith, Resnick, Onizuka, McNair, Jarvis et McAuliffe, parce qu'un nom prononcé est un nom qui demeure. Et dites-moi, parmi toutes les tragédies dont vous connaissez les titres par cœur, quelle suite méconnue mérite selon vous d'être mise en lumière et honorée? Laissez-le en commentaire et abonnez-vous pour que ces histoires et les personnes qui en sont le cœur ne tombent jamais dans l'oubli.